Un coach à la une. Aujourd'hui, dans Un coach à la une, je vous propose de nous intéresser au coaching éthique, qui s'oppose au coaching performatif. Cette dichotomie est au cœur d'un livre, La destruction de l'humain, penser ou repenser le coaching, sorti en 2021 aux éditions EMS. Pour en parler, j'ai invité son auteur, Lucien Lemaire, à la fois coach, équicoach, formateur et superviseur. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouvel épisode d'Un coach à la une, écoutez cet entretien riche et dense avec un homme engagé, passionné de philosophie et d'aïkido. Son livre invite les coachs à prendre le plus grand soin du seul outil dont ils ont véritablement besoin, à savoir eux-mêmes. Un coach à la une. Écoutez, un professionnel vous dévoile un élément clé de sa pratique du coaching. Lucien Lemaire, bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps es-tu coach et qu'est-ce qui t'a amené au métier de l'accompagnement ? Alors ça, c'est une longue histoire. D'abord, je suis coach depuis 2001. En fait, j'ai un triple parcours. Un parcours, on va dire, universitaire, un parcours dans les arts martiaux et un parcours d'ingénieur et de manager. La convergence de ces trois parcours qui m'a conduit à faire de l'accompagnement. Un parcours d'études universitaires, au départ en mathématiques, qui a été une de mes grandes passions. J'étais en classe préparatoire en 1968. Quand le lycée a fermé, je suis allé à la fac et en particulier, j'ai rejoint l'université de Vincennes. Je me suis retrouvé dans un champ interdisciplinaire qui m'a absolument passionné et dans lequel je pouvais à la fois faire des mathématiques, de la philosophie, de la psychanalyse et de la sociologie. Et c'est là où, dans un stage que j'ai fait à l'hôpital psychiatrique de Villévrard, j'ai découvert ce qui allait devenir extrêmement important pour moi et fondateur pour le coaching d'organisation, la psychiatrie institutionnelle. J'ai rencontré juste à ce moment-là, et en même temps d'ailleurs, un maître d'aïkido qui s'appelait Maître Noro, avec lequel j'ai pratiqué pendant quelques années, et je n'ai jamais cessé de pratiquer l'aïkido. C'est pas l'aïkido qu'on pratique maintenant, qui est un aïkido, on va dire, un peu édulcoré de sa dimension martiale, de sa dimension vérité, mais un aïkido dans lequel on se mettait vraiment en jeu, et qu'on allait chercher sa violence et sa peur aussi. D'ailleurs, quand je suis arrivé chez Maître Noro, à l'époque, je faisais aussi du karaté, et j'ai dit, Maître, je fais du karaté aussi, et de l'aïkido, qu'est-ce que je vais choisir? Parlez-moi un peu de l'aïkido. Il m'a dit, pas parler d'aïkido. Si vous voulez faire karaté, allez faire 10 ans karaté, après revenir faire 10 ans d'aïkido, et vous choisir. Tout était dit. Cette mise à l'épreuve restera pour moi toujours une grande leçon, et je continue à penser qu'on ne peut pas apprendre autrement que dans la mise à l'épreuve. Les arts martiaux, ça a été un de mes axes de travail. La pluridisciplinarité, ça a toujours été important. Je faisais des mathématiques, mais en même temps, j'ai eu la chance d'être étudiant de Claude Chevalet, qui était un des grands mathématiciens du XXe siècle. Et il y avait effectivement des dialogues avec Jean-François Lyotard, qui était un grand philosophe. On entendait parler de Grothendieck, qui était un immense mathématicien. On parlait sociologie, on parlait psychanalyse. Toutes les disciplines s'interpellaient, et donc ça construisait quelque chose d'extrêmement riche. Ça m'est resté. L'université de Vincennes des années 70, elle était très particulière, une université populaire, très ouverte, très libre, à la fois dans la manière de faire de la pédagogie, mais aussi dans le contenu. Ah bah tout à fait, oui. Effectivement, on y rencontrait Deleuze, on y rencontrait Michel Foucault, on y rencontrait Serge Leclerc, le psychanalyste, et donc tout ça dialoguait. Il y avait une espèce de démocratie qui s'était installée aussi, qui restera pour moi extrêmement importante, et ce qui faisait qu'il y avait quelque chose d'extrêmement motivant, d'extrêmement riche, dans lequel on pouvait effectivement développer des idées nouvelles. On n'apprenait pas, on construisait notre savoir. Donc il y avait une grande émulation intellectuelle ? Une grande émulation intellectuelle, oui. Le deuxième axe de développement, ça a été la psychothérapie. Jean Houry, qui est un grand psychiatre, il dit que des fois, il faut avoir fait une bonne dépression avant de se lancer aussi soi-même dans l'accompagnement. Donc, suite à une petite dépression, je suis rentré donc en psychothérapie. D'abord, une psychanalyse qui a duré 7 ans en plusieurs tranches. Et puis, j'ai découvert les thérapies analytiques et corporelles qui ont été développées par deux psychiatres qui sont François Grisoni et Dominique Biramji, à l'hôpital psychiatrique de Montfavet, et qui essayaient d'intégrer à la fois le corps sans jeter la dimension analytique avec l'eau du bain, comme ont tendance à le faire certains thérapeutes. Et on a construit quelque chose que j'ai accompagné pendant une vingtaine d'années. J'ai fait moi-même 12 ans de thérapie analytique et corporelle de groupe. J'ai été moi-même en thérapie personnelle aussi avec François Grisoni dans ce même paradigme. J'ai continué à travailler dans ce paradigme en tant qu'observateur dans des groupes de thérapie, ce qui a été extrêmement riche, de regarder ce qui se passe dans un groupe de l'extérieur, c'est-à-dire sans être thérapeute et sans être stagiaire, et d'apprendre à le restituer d'une manière factuelle
actuelle. C'est un exercice important que je pense est aussi important pour la formation des coachs. En l'occurrence, c'est du méta, là. C'est complètement du méta. Alors c'est même du méta de méta. Et le thérapeute, ça lui sert énormément. C'est-à-dire qu'on restitue ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a perçu. Et on voit des choses étonnantes. C'est-à-dire qu'on voit émerger des thématiques du groupe. Et de le restituer, effectivement, c'est intéressant parce que les personnes qui sont impliquées dedans sont dans leurs problématiques personnelles et ne voient pas qu'il est en train d'émerger quand même une thématique de groupe. Dans le coaching d'équipe, c'est extrêmement important de restituer ce qui se dit, les thématiques émergentes dans une équipe. Le bruit du moteur, quoi. Voilà, le bruit du moteur. Tu sors un nouveau livre intitulé « La destruction de l'humain, penser ou repenser le coaching ». Pourquoi un titre aussi fort, voire assez brutal ? Il paraît brutal quand on ne s'attache pas aux mots. Destruction, ça veut dire déstructurer. Et donc déstructurer l'humain, c'est le découper en tranches. Donc la destruction, c'est la déstructuration, c'est Heidegger qui emploie ce mot-là, qui est assez important. C'est-à-dire de faire de l'homme une chose qui est composée de morceaux, qui vont s'imbriquer les uns dans les autres, qu'on va construire en niveaux, en pyramides, et qu'on va faire jouer comme ça. Donc ça engage en fait toute une compréhension de ce qu'est l'humain. Destruction au sens de déstructuration, pour autant, le titre reste fort et on peut imaginer à travers le titre qu'il y a une dimension pamphlétaire dans l'écrit quand même globalement. Pas pamphlétaire, une dimension de questionnement épistémologique sur les fondements. De dénonciation quand même aussi. De dévoilement, des enjeux de toutes ces constructions utilitaires qui fondent aujourd'hui le coaching. C'est un titre qui met un pavé dans la mare quand même du coaching. Pas seulement du coaching. Le coaching, il se fonde aujourd'hui dans Heidegger dirait une vérité de l'être, c'est-à-dire un moment historique, une espèce de paradigme. Et ce paradigme, c'est celui de la quantification. Aujourd'hui, ce qui est vrai est calculable. Or, le calculable évacue l'être. Et donc c'est ça l'enjeu. Toutes ces constructions utilitaires, ces constructions substantialistes de l'être humain sont dévastatrices justement pour la réalité de ce qu'est un être humain. Et dans ce titre, tu utilises le verbe penser avec un A. Alors, est-ce à dire que le coaching est malade, selon toi, ou s'agit-il du sens équin, c'est-à-dire en quoi le coaching aurait-il besoin d'être brossé ou nettoyé ? Peut-on soigner le coaching ? Honnêtement, je ne pense pas. Quand on est dans la réparation, on est toujours dans la mécanique. Moi, ce que je mets en question, c'est l'humain comme mécanique. C'est ça que je mets en question. Donc, on ne peut pas réparer ça. Par contre, on peut le repenser, c'est-à-dire le refonder sur une conception de l'être humain qui soit une construction ouverte. Si je prends la définition que donne Heidegger de ce qu'est un être humain, il appelle ça le Dasein. Un être humain, c'est celui qui a à se préoccuper de son être. C'est pas autre chose, c'est-à-dire c'est une pure possibilité. Alors c'est pas la même chose de dire l'être humain c'est des niveaux logiques ou de dire il a à s'inventer à chaque fois. Et là on est dans deux paradigmes qui sont complètement différents et irréductibles l'un à l'autre. Et on voit commencer à apparaître ma distinction entre coaching performatif, qui est ce côté réparateur, et le coaching éthique, qui au contraire, je renvoie la personne à ses propres possibilités. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le fondement de cette distinction très claire dans ton écrit entre le coaching performatif et le coaching éthique ? Le coaching performatif, c'est le coaching aujourd'hui tel qu'on l'entend les 3/4 du temps. C'est-à-dire qu'il y a un objectif qui est donné, qui est soi-disant négocié entre la personne et sa direction. Tu fais référence au coaching qui est payé et souhaité par l'employeur pour un salarié en particulier. Là, on parle du coaching professionnel. Après, on pourrait aussi parler du coaching de vie qui est aussi instrumentalisé. Ça renvoie au contrat tripartite. C'est-à-dire ce contrat dans lequel, de fait, c'est l'entreprise qui fixe les objectifs, même si elles sont liées à des objectifs que va se donner la personne. Les règles du jeu sont imposées par l'extérieur. On est dans ce que Castoriadis appelle l'hétéronomie. Or, un coaching éthique, c'est un coaching qui va développer l'autonomie. C'est-à-dire qu'il va développer la capacité de la personne à créer ses propres règles et ses propres normes et de faire ses choix en toute liberté. Est-ce qu'on peut dire que le coaching performatif est plus anglo-saxon que le coaching éthique ? Ce que je connais du coaching au Canada ou du coaching en Angleterre ou par exemple des niveaux logiques de deals, effectivement, on est dans un coaching qui est un coaching doublement performatif par les objectifs qui se fixent et performatif par la conception de l'homme qui met en place et les outils qui sont utilisés. Si je comprends bien, pour reformuler, le coaching performatif, ça serait un coaching dans lequel il y a un objectif qui est assigné à celui qui est accompagné et qui le détermine dès le début. On sait d'avance vers quoi il faudra qu'il aille. C'est exactement ça.
Alors que le coaching éthique est un coaching où on accepte de ne pas savoir où l'accompagnement amènera le client et donc on accepte qu'il y ait un résultat qui puisse convenir ou pas à l'entreprise qui a mandaté le coaching. Complètement. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de chances de faire un coaching éthique si on travaille avec l'entreprise. Il y a quand même des managers qui ont conscience qu'on ne peut fonder une motivation au travail que sur une liberté. Et en même temps sur une participation à la construction de l'organisation du travail. Tu as déjà rencontré des managers qui étaient prêts à faire appel à tes services ou à services d'autres coachs, mais dans une dimension plus éthique du coaching ? Alors à vrai dire, pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a, voilà. J'ai surtout discuté avec des gens qui me disaient qu'ils étaient prêts à le faire. Après, dans ma pratique professionnelle, j'en ai pas vu souvent. J'ai souvent été dans cette histoire de contrat tripartite, d'adaptation, voilà. Bon, alors après, ça c'est presque un autre débat, mais on peut accepter ce contrat tripartite et ne pas le respecter complètement pour justement permettre une dimension éthique à l'accompagnement. Ah, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on fait. On s'arrange, quoi. On s'arrange. Mais en s'arrangeant, on n'est plus dans l'éthique. En tout cas, on est plus dans l'éthique du client si on arrive à s'arranger pour faire en sorte qu'on peut l'accompagner là où potentiellement on aurait peut-être pu aussi le conduire avec un coaching complètement éthique, au sens où tu le dis. Exactement. C'est-à-dire ouvrir quelqu'un à son être en propre, c'est le rendre plus motivé s'il adhère. Mais c'est l'inciter à partir s'il n'adhère pas. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des risques qui est sous-jacent. C'est que quand tu fais un coaching éthique, si c'est l'entreprise qui effectivement commande ce coaching, elle sait absolument pas si le salarié à l'issue du coaching va pas quitter l'entreprise pour changer complètement de vie professionnelle. Complètement. C'est le risque à courir. Oui, mais c'est peut-être ce souhait de ne pas courir ce risque qui incite l'entreprise à fixer un objectif qui lui convient parce qu'a priori, elle garde et le salarié et il est plus performant au sens où elle l'entend. Alors ça dépend ce qu'on appelle performant. En tout cas, il rentre dans le cadre. Il rentre dans le cadre. Est-ce que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui ? Et c'est là qu'on a les doubles discours. Parce qu'on n'arrête pas de dire il faut sortir du cadre, mais dès que les gens sortent du cadre, on n'est plus d'accord. C'est ça la réalité aussi, la double contrainte. Les réseaux sociaux sont pleins de il faut sortir du cadre. Et puis en réalité, c'est pas comme ça. Ça se passe. Dès qu'on sort du cadre, on se fait casser. Dès le berceau du coaching tel qu'il a émergé aux États-Unis, il y a cette volonté d'accompagner la personne pour qu'il atteigne un objectif fixé dès le début. Ah oui, tout à fait. Cette notion de performative, elle est liée très fortement au coaching. Le coaching se construit sur un certain nombre de dénis qui font le fond commun du coaching. Et si effectivement on dénie ce fond commun, à ce moment-là, on se trouve dans une problématique performative, c'est-à-dire où il y a deux personnes, une qui va accompagner l'autre à réaliser des objectifs hétérogènes. Mais dès qu'on essaye de réfléchir sur le fond sur lequel se réalise cette relation de coaching, c'est-à-dire l'institution au sens des règles sur lesquelles va se dérouler cette relation de coaching, à ce moment-là vont apparaître les problèmes idéologiques, vont apparaître tous les problèmes de dispositifs de construction des règles, vont apparaître la question du langage, vont apparaître ce que moi j'appelle l'écosystème du coaching. Et à ce moment-là, on est obligé de repenser. C'est plus seulement deux pôles hétérogènes qui se parlent, c'est deux pôles qui se parlent sur un fond commun qu'il faut aussi questionner. La relation entre le coach et le coaché détermine le fond et le fond détermine la relation. Et c'est cette double contrainte presque qui va faire qu'on peut questionner à la fois l'entreprise et à la fois la relation de coaching. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, le coaching individuel n'a pas de sens. Ça veut dire aussi un truc très simple, c'est que la question de coaching éthique, elle soulève d'autres questions en sous-jacent qui sont ontologiques, qui sont fondamentales. Oui. Et dont on n'a pas nécessairement conscience quand on fait un accompagnement. Complètement. Il est intéressant de repartir de la définition coaching qui a été faite par une des associations, mais ça serait pareil avec toutes les autres associations. Je prends celle de la SF Coach. Le coaching professionnel est l'accompagnement de personnes ou d'équipes pour le développement de leur potentiel et de leur savoir-faire dans le cadre d'objectifs professionnels. Alors plus général que cette humeur, donc c'est effectivement très écuménique. Accompagner, qu'est-ce que ça veut dire ? Personne, qu'est-ce que c'est qu'une personne ? Il faut quand même savoir qu'étymologiquement, persona, c'était le masque. C'est pas anodin que personne soit passé du masque à l'individu. Équipe, qu'est-ce que c'est qu'une équipe ? Potentiel et développement de potentiel, qu'est-ce que c'est ? Donc on voit que dans une définition comme ça, les mots ne sont pas du tout définis, ce qui pose la question du langage. L'avantage d'une définition comme celle-ci, c'est qu'elle permet tout et n'importe quoi en termes de compréhension. Complètement. Elle ratisse large. L'un des objectifs des associations, c'est effectivement d'amener du monde dans les associations. C'est d'être extrêmement écuménique. Mais déjà, quand on se pose la question de la personne, il faut d'abord y répondre si on veut être clair avec la manière dont on coach. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? C'est pas par hasard que je m'appuie sur Heidegger. L'être humain, c'est le seul étant qui se préoccupe de son être, c'est-à-dire qui est projet. Un animal ne se pose jamais la question de construire sa vie. Il vit. Ce qui caractérise l'être humain, c'est qu'il est pure possibilité et qu'il a à choisir. Et on n'est plus du tout dans le même paradigme. Coacher, ça va être accompagner les gens pour leur redonner cette liberté de choisir. Et c'est ça, le coaching éthique.
Lucien, dans l'introduction du livre, tu expliques que le relativisme absolu nous entoure et que les grandes associations de coachs ne jouent pas suffisamment leur rôle. Est-ce que le tableau n'est pas un peu sombre ? Ça pose la question de toutes les associations professionnelles. Et pour pas fâcher, je vais commencer par l'aïkido ou l'équitation. En 50 ans, dès que les fédérations se sont structurées, on a assisté à un dramatique appauvrissement des pratiques. Pourquoi ? Parce que c'est presque inhérent à la nature des fédérations qui est de fédérer. Et pour fédérer, on va se retrouver autour du minimum commun. Et donc à partir de là, on va avoir tendance à ouvrir largement. Et alors pour ouvrir largement, on va se cacher derrière des processus. Donc définir des processus formels, on va dire si vous êtes dans ces processus formels, ça va garantir une certaine qualité. Moi je pense que c'est le contraire. La volonté normative de ces associations appauvrit la pratique. Complètement. Ce que tu as expérimenté, c'est que ça soit pour l'aïkido ou que ça soit pour l'équitation ou évidemment pour la pratique du coaching, c'est pareil. Voilà. Je prends l'aïkido. Quand j'ai commencé à travailler avec Maître Noro pour passer la ceinture noire, ça se faisait à la fin d'un stage qui avait duré toute la journée. Ça durait le temps qu'il décidait que ça dure, ça pouvait durer une demi-heure, et avec les techniques qu'il choisissait lui. Aujourd'hui, c'est 12 minutes avec quelques techniques choisies qu'on connaît d'avance et qu'il faut faire selon une forme qui est une forme figée. Ce qui fait qu'on forme des moniteurs qui ne sont plus capables de voir, qui vont donc former des gens qui vont devenir moniteurs qui sont encore moins capables de voir. Ce qui fait qu'on a plus cette capacité de regard global sur une pratique, de dire bah tiens, il ne fait pas exactement la forme, par contre il y a une énergie, il y a une disponibilité, il y a quelque chose. Il y a une sorte d'aveuglement progressif et on réduit le champ de vision et de compréhension de la pratique. Voilà, parce que on va effectivement juger par rapport à des formes abstraites. Je vais un peu parler de l'équitation. Il y a un grand maître d'équitation qui s'appelle Nuno Oliveira, qui est mort il y a quelques années et qui a été complètement rejeté par le cadre noir, parce que lui, justement, ce qui l'intéressait, c'était de construire l'équilibre d'un cheval, c'est-à-dire de l'amener dans sa meilleure des possibilités, mais sans dépasser ses possibilités. Donc il ne s'agit pas de l'enfermer dans une forme, il s'agissait qu'il s'exprime complètement dans ce qu'il était capable de faire. Mais ça ne correspond pas aux formes qu'on demande. Alors c'est vrai en aïkido, c'est vrai en équitation, c'est vrai aussi pour le coaching et la formation des coachs. Et c'est même vrai dans l'entreprise. Moi, j'étais directeur qualité, c'est la période la plus noire de ma carrière, parce que ça a servi à reprendre en main des organisations. Ça a servi essentiellement à faire des démonstrations devant un client, à dire regardez comment on est certifié, machin truc chose, et ça a servi à casser les savoir-faire. Et ça, Simone Weil l'avait déjà vu dans les années 1930. Cette philosophe qui avait travaillé en usine pendant longtemps, qui est à la fois philosophe, mystique et militante révolutionnaire. Elle avait dit la nouvelle forme de l'oppression, ce sont les processus. C'est-à-dire qu'on dépossède le travailleur de son savoir-faire et de sa liberté dans son savoir-faire, au nom d'une conformité. Mais c'est vrai aussi dans les processus de coaching. En quoi es-tu légitime pour écrire un livre qui critique certaines pratiques du coaching, somme toute assez courantes ? Alors je suis légitime parce que je me suis toujours remis en question et j'ai toujours travaillé. Je suis légitime par les années de thérapie que j'ai fait. Toutes ces années de thérapie, je les ai validées par des études de psychologie, par un MBA. Je suis allé voir de près comment ça fonctionnait dans ce monde-là du performatif. Je suis légitime parce que je me remets en question régulièrement. Je suis légitime parce que j'appartiens à des groupes de travail de pensée. 10 ans de travail sur Heidegger dans un groupe de travail. Je maintiens à la fois l'épreuve et l'élaboration de l'épreuve en ayant cherché à chaque fois des cadres théoriques dans lesquels ça prend sens et ça devient plus riche. C'est surtout cette dynamique-là qui me rend légitime. Et cette dynamique-là que justement on ne voit jamais. Mais tu as conscience qu'avec un livre comme celui-ci, nécessairement les gens vont se poser la question de la légitimité à l'écrire. Le livre descend en flamme quand même un certain nombre d'outils utilisés par les coachs que tu remets en question sur un certain nombre de critères dont on va parler juste après. Oui, parce que ça s'inscrit dans une histoire de la vérité. Chez les Grecs, la vérité, c'était la aletheia, c'est-à-dire c'est quelque chose sur l'étonnement de l'apparaître, et puis après sur l'adéquation de la chose à son concept, puis après sur la certitude cartésienne, et aujourd'hui c'est sur le calculable. On est dans le monde de la quantité, tout doit être maîtrisable. Or l'homme c'est justement ce qui reste quand on a tout maîtrisé, c'est-à-dire c'est au-delà du maîtrisable. Donc s'inscrire dans le schéma performatif, c'est s'inscrire dans cette espèce de déterminisme qui dévitalise tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'humain. Que Castoriadis appelle l'imaginaire radical, que Nishida appelle le néant absolu, que les bouddhistes appellent la vacuité. Ça prend plusieurs noms, mais c'est quelque chose qui travaille au-delà de tout ce qui est déterminé, déterminable, et qui fait qu'il est capable de donner du sens à des choses qui n'en ont pas. Donner du sens à des choses qui en ont déjà, par dérivation, c'est facile. Donc la question du coaching éthique, c'est comment, quand un événement, c'est-à-dire quelque chose qui me transforme, quelque chose qui m'arrache de mon propre monde, comment je peux donner du sens et à partir de quoi je peux donner du sens. Ça, c'est le propre de l'humain.
Alors tu qualifies certaines pratiques et théories de coaching de douteuses aux logiques charcutières et tu expliques que ces modèles tentent de se légitimer soit en utilisant sans discernement certains concepts scientifiques détournés ou décontextualisés, soit en mettant en scène des banalités structurées de manière sexy. Peux-tu nous en donner quelques exemples ? Oui, alors j'ai commencé par le fameux VACOG des PNListes, les canaux sensoriels. En soi, c'est une banalité. Mais dire, par exemple, que l'apprentissage est facilité en utilisant le beau canal de communication, ça a été battu en brèche par les neurosciences. Toutes les études montrent que ce n'est pas vrai. Ne parlons pas du cerveau droit, cerveau gauche. C'est une tarte à la crème, tu veux dire ? Oui, c'est une tarte à la crème, mais ça continue. Il y a les intelligences multiples. On aurait différents types d'intelligence. Ça aussi, c'est battu en brèche. Les gens qui sont intelligents en mathématiques et intelligents en littérature la plupart du temps. On peut pas les découper comme ça. Bon, il y a les pyramides de Maslow, par exemple, qu'on utilise. On confond besoin et désir. Quand moi, Tessier arrête de faire la course autour du monde et part tout seul sur son bateau et fait un demi-tour supplémentaire parce qu'il se trouve bien en mer, on n'est pas dans un besoin, il n'y a rien à bouffer, donc c'est pas ça qui le motive. On est dans le désir. Maslow a toujours dit que c'était une hypothèse de travail. On peut peut-être parler du savoir-être aussi. Comment pourrait-il y avoir un savoir sur l'être si l'être est une pure possibilité ? Il peut y avoir un savoir sur l'être si l'être est un objet. Mais que si les pures possibilités qui s'inventent à chaque fois, peut pas y avoir de savoir sur l'être. L'être se construit à chaque fois, s'invente à chaque fois. Donc voilà encore une tarte à la crème qui n'a strictement aucun sens. Mais en même temps, Lucien, finalement, est-ce que c'est l'outil qui est en cause ou l'usage qu'on en fait ? C'est toujours la même question. L'usage extrême d'un outil devient complètement pervers. Mais l'outil en lui-même, il n'est pas à condamner. C'est l'usage qu'on en fait. Il y a des outillages et il y a des formes d'intervention qui sont extrêmement éthiques. Alors je pense à la psychodynamique de travail de Christophe Desjours ou la clinique de l'activité. Et la clinique de l'activité, c'est basé sur des relations de mise en dialogue. Et c'est pas instrumentalisé ou médiatisé par des technologies. Finalement, utiliser un outil peut être fait en intelligence ou d'une manière complètement stupide. Il y a aussi cette notion d'intelligence par rapport à l'outil. L'outil est structurant quand même. Si tu as un microscope, tu vois des choses au microscope. Il impose une manière de regarder le monde. Alors quand tu en as conscience et que tu le fais sciemment, mais si tu hypostasies ça en disant « ça a dit la vérité du monde », non, l'outil est structurant, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai, mais c'est ce qu'on partageait tout à l'heure, c'est le fait que quand, par exemple, tu fais les énéagrammes ou d'autres outils, le MBTI ou autre, où à un moment donné, quelqu'un te dit « mais toi, t'es de tel type et t'es dans quelle case et t'en sortiras jamais », là, on est dans la bêtise totale. Ah bah oui. Des fois, on dit « bah oui, mais alors il faut s'adresser à lui comme ça ». Donc ça renvoie au VACOG que je disais tout à l'heure, qui ont été dénoncés par les neurosciences. Je dis pas que tout est faux là-dedans. Effectivement, il faut pouvoir s'intégrer au monde. Je le fais aussi en ayant une distance par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a certains outils qui donnent l'impression à certains d'être tout puissants parce qu'ils ont tout compris. C'est dangereux. Les compagnons, ils fabriquent leurs outils à leurs mains. Et moi, j'ai travaillé dans l'industrie automobile. On construit en même temps l'usine qui va construire la voiture et la voiture. Mais un coaching, c'est pareil. À un moment donné, on va avoir besoin d'étayer les choses. C'est provisoire, un été. C'est fait pour être enlevé. C'est pas quelque chose qu'on maintient définitivement. On peut utiliser ça, mais après, il faut savoir les enlever. Et une bonne intelligence. Il y a aussi une simplification sémantique finalement dans certaines de ces approches. Au-delà de cette simplification, il y aurait de la malhonnêteté intellectuelle ? Les personnes qui l'utilisent de bonne foi, c'est ça le drame, mais avec erreur. Ce que j'appelle, moi, l'écosystème du coaching, c'est-à-dire qu'est-ce que le travail ? Quand même extraordinaire. J'ai jamais entendu aucun coach se poser la question qu'est-ce que le travail ? Le travail abstrait, le travail vivant, le travail spirituel, Marx, Simone Veil. Qu'est-ce que le langage ? Ça se repose sur un système de représentation. Si je dis aujourd'hui « je suis présent », qu'est-ce que c'est que « je » ? Ça représente rien. « Suis », ça représente rien. « Présent », ça représente pas un objet. Même Wittgenstein, qui a écrit ce que j'appelle le diamant noir de la philosophie sur le Tractatus Logico-Philosophicus, qui était son hypothèse forte, c'est-à-dire qu'une phrase représente des faits du monde. À la fin, il a compris qu'il s'était complètement planté. Il s'est aperçu tout d'un coup que sa définition du langage formel ne fonctionnait que pour la science. Et que tout ce qui était important pour l'homme, l'éthique, la mystique, c'était hors langage. D'où la deuxième partie, où il a défini le langage comme usage, à partir d'une forme de vie. La question du langage aussi n'est pas posée. Or, le coach, il parle. La notion de croyance, par exemple, c'est une tarte à la crème. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance ? La notion d'intérieur, d'extérieur, de représentation. Le biologiste Varela a bien montré qu'il n'y avait pas d'intérieur, d'extérieur, que le sens sont des boucles de rétroaction du système vivant avec le monde. C'est la stabilisation de ces boucles perception-action qui crée du sens. La personne, elle est son monde, c'est ce que dit Heidegger d'un côté et Varela, le biologiste, de l'autre, ce qui est quand même assez extraordinaire. Tout ça, ça permet de voir complètement autrement la problématique du coaching. Qu'est-ce que c'est qu'institution ? Là aussi, l'institution n'est pas pensée dans le coaching. Comment peut-on faire travailler quelqu'un sur ses pratiques professionnelles si on n'attaque pas les règles du jeu en même temps ?
pour ça que je dis qu'on ne devrait même pas faire de coaching individuel. Parce que la question qui se pose est toujours la question d'une relation sur un fond. Et si on ne tient pas compte de ce fond, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Tu veux dire qu'il serait hors écosystème et du coup, il serait hors sol quelque part? Exactement. L'un des dénis, c'est le déni idéologique. Or, comment peut-on ne pas parler de la question de l'autonomie, question de l'institution, de la question de l'idéologie, quand on parle de l'investissement de quelqu'un dans son travail? C'est pas une pratique hors sol, c'est une pratique dans une organisation précise. Le coaching d'organisation, c'est vrai presque le bon niveau de coaching. Oui, c'est-à-dire coacher à la fois l'équipe, voire toutes les équipes de la même organisation pour qu'il y ait une sorte de vague de changement complète et systémique qui va se mettre en place, c'est ça? C'est exactement ça. Et ça renvoie à mon expérience de la psychiatrie institutionnelle. C'est la psychiatrie qui tient les deux bouts de l'aliénation psychique et de l'aliénation sociale. Et qui dit que on ne peut pas être heureux dans une organisation qui n'est pas. Et qu'il faut donc à la fois travailler toujours et l'institution, l'organisation, et la personne dans cette organisation. On ne peut pas faire l'un sans faire l'autre. Quand on fait un groupe de régulation dans une entreprise, on est déjà dans un processus de réinstitutionnalisation. L'enjeu, c'est qu'on soit tous d'accord sur les règles du jeu, qu'elles soient co-construites. Et là, à ce moment-là, on peut s'épanouir dans son travail. À partir du moment où on n'est plus maître de ces conditions de travail, et Simone Weil l'a très bien dit, et Marx aussi, on est dans un processus aliéné. Et même pire que ça, on n'est même plus capable de donner du sens à son travail. Ce que Marx appelle le travail abstrait, c'est-à-dire le travail comme marchandise, petite portion qui n'est pas destinée à un usage qui va être à disposition de quelqu'un pour son besoin. On voit qu'il y a des enjeux idéologiques qui sont très forts. Alors, tu classes les pratiques de coaching dans deux paradigmes, celui de l'ordinateur et celui de l'automate à état fini. Peux-tu nous expliquer ces deux paradigmes ? Tout ça, c'est le paradigme du calculable. Alors, la cybernétique est arrivée, a été une révolution épistémologique extrêmement importante, mais de fait extrêmement pauvre quand même sur le plan humain. Ça nous a fait changer de paradigme pour les systèmes techniques, mais pour les systèmes humains, ça les a asservis à des machines. Effectivement, quand on regarde les paradigmes dans lesquels le coaching se situe, on va avoir deux types de paradigmes. Le premier, c'est la voie de l'ordinateur. L'homme est un système à traiter d'informations, des représentations. Alors c'est plus subtil que ça, des représentations. Et puis il y a un langage qui est le langage naturel. Et puis il faut reprogrammer les systèmes neuronaux pour être plus adaptés, pour modifier les apprentissages mauvais ou qui font souffrir. Donc ce paradigme est le paradigme de l'ordinateur. C'est typiquement la PNL. D'autres paradigmes, comme les énéagrammes, la processcom, sont des paradigmes qui fonctionnent un peu différemment. C'est ce qu'on appelle en mathématiques des machines abstraites ou des automates à état fini. On dit, voilà, il y a des états, donc il y a des entrées, des données qui arrivent, et puis elles vont être traitées en fonction des états à l'intérieur. Il va y avoir des données de sortie, et ces données de sortie, elles vont adresser un autre automate. Et alors, si les automates, ils sont dans tel état, à ce moment-là, la transaction, elle est comme ci, elle est croisée, elle n'est pas croisée, ou des choses comme ça. C'est typiquement ce que je faisais quand j'étais responsable du logiciel du système de mission d'hélicoptère TIG. On est dans un système qui est complètement mécanisé, enfin cybernétisé. Ce qui fait le cœur de l'être humain, c'est le sentir. Donc c'est ce travail-là qui n'existe plus. On est dans le calculable. Nous n'allons pas détailler toutes les charges que les pages de ce livre font très clairement contre la PNL, contre l'analyse transactionnelle, la processcom, l'énéagramme. Tout ça, ça passe sur le grill au travers des pages du livre, surtout la première partie. Ces modèles, ils sont connus, enseignés, utilisés très largement par les coachs et pas forcément que par les coachs. Sont-ils foncièrement mauvais ou pas toujours appropriés ? Ils sont terriblement et dangereusement réducteurs. Comme tous les outils. Ça veut dire que si on les utilise à bon escient, à un moment donné, en ayant conscience de la réduction qu'on fait, pourquoi pas ? C'est-à-dire que je ne doute pas qu'il y a des très bons coachs qui utilisent la PNL. Je ne doute pas qu'il y a des très bons coachs et même des bons thérapeutes qui utilisent l'analyse transactionnelle. Entre Milton Erickson et la PNL, il y a un effondrement de la richesse de la pratique. On peut utiliser un certain nombre d'outils en ayant conscience du côté réducteur que ça a, mais à un moment donné, ça me permet peut-être de débloquer une situation, de faire parler. Pourquoi pas ? Mais, puisque j'ai créé le diplôme d'études supérieures universitaires de coaching et métier du changement à l'université Paul Cézanne en 2004, que j'ai animé pendant 7 ans, la première année, j'ai voulu être écuménique. Donc j'ai fait venir des PNListes, j'ai fait venir des analystes transactionnalistes, et ça a été une catastrophe, parce que les élèves se sont mis à décoder. Ça veut dire que peut-être qu'il faut prendre les choses autrement, c'est-à-dire qu'il y a un travail sur soi à faire.
Quand je fais de l'aïkido, je me souviens que Maître Noro nous disait « il faut polir votre miroir ». Le miroir, c'est quoi? C'était la peur, c'était sa violence, c'était la disponibilité physique, c'était ça. Et quand on avait poli le miroir, à ce moment-là, l'adversaire, l'agresseur, il se reflétait dans ce miroir. Et on pouvait lui renvoyer quelque chose. Mais si le miroir n'est pas poli, ou si on intercale des artefacts, des outillages à la place de ce miroir, on ne verra jamais la personne. Ce que tu critiques au fond, c'est pas nécessairement les outils, mais l'usage systématique et enfermant que ça induit parfois. C'est prédéterminisme lié à l'outil et à ce qu'il prétend dire de l'individu qui te semble discutable et critiquable? Oui, complètement. On prend l'outil pour la chose. Et je dis le mot chose pas par hasard. Le mot chose, dans le langage d'Heidegger, c'est celle qu'on ne peut jamais complètement déterminer. Tous ces outillages, ils sont objectivants. Ils vont cacher la chose. C'est-à-dire la personne telle qu'elle est toujours en construction, toujours en devenir, toujours en questionnement. Donc cette personne qui est pure possibilité, qui est en train de s'actualiser dans cette relation-là, à ce moment-là, et qui dans 5 minutes sera complètement autrement, elle est complètement objective. Ça, c'est grave. C'est grave, mais ça s'inscrit complètement dans cette époque de l'être que je disais que l'époque du calculable. Donc c'est pas seulement le coaching qui est comme ça. Le coaching n'est que le reflet de la manière d'envisager le monde, comme quelque chose de maîtrisable. Parce que c'est bien ça dont il s'agit. L'idéal de l'entreprise, l'idéal du coaching, c'est l'ubérisation. C'est-à-dire tout ramener à une problématique qui est une problématique de personnel et d'une personne qui devient petite entreprise, qui a à s'optimiser comme une entreprise. Et là aussi, on est encore dans la destruction de l'humain. L'horizon du calculable, c'est l'ubérisation totale. Et l'ubérisation totale, c'est le champ du coaching performatif. Je vais t'optimiser, mon petit bonhomme. Et après, tu pourras remplir la mission qu'on va te demander. Moyennant quoi, on tue ce qu'il y a de propre dans l'humain. C'est-à-dire ce que Castoriadis s'appelle l'imaginaire radical, sa capacité de création, pour le normer, le faire rentrer dans des modèles. Alors tu appuies ta réflexion sur certains penseurs et philosophes, notamment Karl Marx, Simone Weil que tu as évoqué, Martin Heidegger. Ceux-là, ils sont plutôt connus, mais tu en as effectivement d'autres que tu cites dans le livre et dont tu expliques en partie la pensée, comme Henri Maldiné, Cornelius Castoriadis, Bram van Velde ou Kitaro Nishida. J'ai eu un peu le sentiment en lisant ce livre que c'était la synthèse de ta réflexion nourrie de plusieurs auteurs d'horizons différents. Ils sont pas tous de la même importance, mais ils correspondent à des niveaux d'intégration de la réflexion. Cornelius Castoriadis, qui est un immense philosophe, était à la fois psychanalyste, économiste, militant politique et révolutionnaire en Grèce, qui a dû se réfugier en France, qui a créé cette revue extraordinaire qui s'appelait Socialisme et Barbarie, qui était l'une des critiques les plus radicales de la bureaucratie stalinienne et de la tendance bureaucratique qu'il pouvait trouver au cœur du marxisme, et qui a développé cette idée d'autonomie et de démocratie radicale. Est autonome, ce qui crée ses propres règles. Et c'est bien normalement l'horizon d'un coaching réussi. C'est que la personne soit capable de se créer ses propres règles, que l'organisation soit capable de créer ses propres règles avec tout le monde. Et ça ne peut se faire que par des processus de régulation et des dispositifs qu'on peut assez facilement mettre en place. C'est que moi, j'ai mis en place dans des coachings d'organisation. Comment on met en place des dispositifs d'amélioration permanente qui prennent en compte tout le monde. C'est-à-dire pas seulement les managers, mais aussi toutes les parties prenantes. Comment on intègre tout ça. C'est ça, commencer à intégrer de la démocratie dans l'entreprise. Donc Cornelius Castoriadis, c'est un penseur. L'institution imaginaire de la société devrait être vue par tous les coachs, surtout ceux qui font du coaching d'organisation. Henri Maldinet, quand j'ai créé des U-Coaching, première année j'étais œcuménique, après j'ai décidé de changer, j'ai fait rentrer mes copains psychiatres des thérapies analytiques corporelles qui faisaient tous aussi du coaching, et puis je voulais quand même qu'il y ait un équilibre par rapport à la psychanalyse, et donc j'ai fait venir un phénoménologue, et là j'ai découvert un monde, et j'ai découvert Maldinet. Henri Maldinet, c'est quelqu'un qui tient à la fois les deux bouts, à la fois l'art, l'esthétique, et à la fois la psychopathologie. Il a été très intégré à l'aventure de la psychiatrie institutionnelle et ça a été l'un des correspondants philosophiques de Jean Houry, le psychiatre qui a créé la clinique de la Borne, une clinique assez mythique dans laquelle on traitait la schizophrénie. C'est le philosophe de l'événement et de la rencontre. Pour Maldinet, un événement, c'est quelque chose qui vous arrache à votre monde et qui vous met dans un autre monde qui est irréductible au monde d'avant. La rencontre, elle fait événement. C'est-à-dire que la rencontre va vous arracher à votre monde et va vous mettre dans un autre monde que vous ne pouviez pas prévoir avant, qui n'est pas déterminé par ce qu'il y avait avant. Or, tout le coaching performatique travaille sur les déterminismes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une rencontre ou quand ça fait événement? On est donc arraché à son monde, donc il y a un moment d'angoisse. Et donc, ou bien on revient dans le monde d'avant parce qu'on a trop peur, ou bien on sombre dans l'angoisse et dans la psychose, c'est possible aussi, ou bien on change de monde et tout d'un coup le monde a une autre signification.
Et donc, un coaching réussi, pour moi, un coaching éthique, c'est un coaching de la rencontre. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec coaching performatif, dans lequel on est plus dans la communication. La communication étant un processus technique qui nie la communication, qui le remplace par un processus technique. Pour communiquer, un humain, il a besoin de construire un monde commun d'abord. Il n'y a pas de communication s'il n'y a pas de monde commun. Donc la communication n'est jamais un problème. Elle est un symptôme, à la rigueur. Ce qui est un problème, c'est la relation, c'est la construction de ce monde commun. Donc toute la pensée de Maldini, c'est une pensée de l'événement dans l'œuvre d'art à travers ce qu'il appelle le rythme. C'est-à-dire une véritable œuvre d'art, c'est une œuvre dont l'organisation spatiale, la tension architecturale de l'œuvre crée un rythme et ce rythme ouvre un monde. L'œuvre d'art est ouverture. Pour moi, le coaching, c'est ça. Le coaching, c'est quelque chose qui ouvre, le coaching éthique. C'est-à-dire quelque chose de vrai se dit à un moment donné, d'authentique se dit, de profond se dit à un moment donné. Et ça arrache le coaché à son monde, et le coach aussi, parce qu'à chaque fois, ça fonctionne pour les deux. Maldini, il lui dit, qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est quelqu'un qui est transpassible et transpossible. Transpassible, ça veut dire qu'il est capable d'accepter, de sentir des choses qui sont hors de son monde habituel. Transpossible, c'est d'en faire quelque chose, de lui donner un sens, et un sens qui est irréductible au sens qu'il y avait avant, c'est-à-dire de changer de monde. C'est quand même autrement excitant que cette espèce de déterminisme où on va vous conduire pour que vous atteigniez votre objectif. Donc le coaching éthique, c'est d'ouvrir la personne à tel point que ça l'arrache à son monde et à elle d'en faire quelque chose. C'est pour ça que je dis que le coaching est un art. À présent, je te laisse nous lire le début de ton livre que tu as choisi pour faire un intermède à notre entretien. Voici que les hommes s'échangent maintenant les mots comme des idoles invisibles, ne s'en forgeant plus qu'une monnaie. Nous finirons un jour muets à force de communiquer. Nous deviendrons enfin égaux aux animaux, car les animaux n'ont jamais parlé mais toujours communiqué très très bien. Il n'y a que le mystère de parler qui nous séparait d'eux. À la fin, nous deviendrons des animaux, dressés par les images, hébétés par l'échange de tout, redevenus des mangeurs du monde et une matière pour la mort. La fin de l'histoire est sans parole. J'oppose à notre descente en langage muet dans la nuit de la matière de notre corps par les mots et l'expérience singulière que fait chaque parlant, chaque parleur d'ici, d'un voyage dans la parole. J'oppose le savoir que nous avons, qu'il y a tout au fond de nous, non quelque chose dont nous serions propriétaires, notre parcelle individuelle, notre identité, la prison du moi, mais une ouverture intérieure, un passage parlé. Alors c'est de Valère Novarina, qui est un homme de théâtre, qui est un grand artiste, qui résume mon bouquin. C'est comment restituer la parole aux hommes. Cette parole qu'on n'entend plus dans le brouhaha du spectacle, comme dirait Debord. Et c'est cette parole que le coaching peut aider à restituer, à condition qu'il la prenne au sérieux. Alors tu compares le coaching à l'aïkido, peux-tu nous expliquer le lien que tu vois entre l'accompagnement et cet art martial ? Comme dit un de mes amis qui est un grand aïkidoka, l'aïkido c'est être en harmonie avec quelqu'un qui veut pas être en harmonie, qui veut vous détruire. C'est pas construire une harmonie préétablie, une danse préétablie comme on le voit maintenant. C'est effectivement quelqu'un qui veut vous détruire, avec lequel il va falloir engager une conversation avec son corps. Une conversation qui est martiale. Il va falloir lui restituer sa propre violence. Et pour moi, ça, c'est un paradigme important du coaching. Parce qu'effectivement, le coaché, il a aussi sa violence propre. On a à accueillir cette violence. Quand je dis cette violence, c'est sa problématique, quelle qu'elle soit. Et puis on a à l'accueillir comme quelqu'un de radicalement autre qu'on a à entendre. Et c'est là où la relation avec autrui est extrêmement riche, parce que autrui nourrit le coach, comme le coach nourrit le coaché. Autrui, c'est ce qui m'arrache à mon propre monde d'emblée et toujours. Sinon, on en fait une chose. Donc cette relation qui s'installe dans l'aïkido, qui consiste à conduire la personne à prendre conscience que sa violence ne sert à rien, c'est de mon point de vue du même ordre que le coach qui va avoir à faire travailler la personne sur ses problématiques pour lui montrer qu'elle est enfermée dans ses propres problématiques. Mais qu'est-ce qui fait l'efficacité de l'aïkido ? C'est le vide qu'on crée devant la personne. Ce vide, il est fondamental, il est structurant. Chez Maldini, d'ailleurs, le vide est important dans l'œuvre d'art. Il n'y a pas d'œuvre d'art sans vide. Et ce vide, c'est ce que va falloir aussi que le coach le crée. Et s'il le comble par ses outillages, c'est terminé. La possibilité que quelque chose arrive pour le coacher est perdue. Et il faut la préserver, et c'est celle-là qui va faire sens pour le coacher. Maître Ueshiba, le créateur de l'aïkido, qui était un combattant de premier ordre, on l'appelait le dieu des soldats. Il a eu un duel avec un amiral de la marine japonaise qui l'a attaqué au couteau, et pendant 2 heures, il a fait qu'éviter le sabre. Et au bout de 2 heures, le mec, il était épuisé. Il a dit, je me rends. Et il a dit, Maître Ueshiba, ça a changé ma pratique. Et ce qu'il a dit, c'est que dans ce rapport, il avait l'impression que le temps était suspendu. C'est-à-dire, il avait l'impression qu'il voyait l'intention de la personne.
Il avait cette espèce de présence à l'autre, et il avait l'impression que l'autre attaquait très très lentement, alors que l'autre attaquait comme un fou, et que le temps était suspendu. Cette relation de présence avait distordu le temps. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une rencontre. Et cette rencontre, elle est au-delà, elle est unité. Donc elle est au-delà de la séparation des deux personnes. Elle est dans un monde commun, dans une unité où il y a une autre temporalité et où un autre sens peut surgir. Et c'est à l'intérieur de cette rencontre que la personne peut être amenée à revisiter son propre monde. C'est pour ça que l'aïkido est pour moi un paradigme intéressant. Alors il faudrait après rentrer dans Nishida, qui rend compte effectivement de l'aïkido, de l'intuition agissante. J'ai eu un grand maître d'aïkido qui s'appelait maître Tada, lui aussi c'était un grand combattant. Il était à la fois 8e dan de karaté et 8e dan d'aïkido. Il disait l'aïkido c'est comme deux personnes qui se disent bonjour. C'est-à-dire les mains arrivent en même temps. C'est-à-dire on est dans un au-delà de la dualité. On est en delà de la dualité parce qu'on est dans le vide, parce que l'artiste martial est dans une disponibilité absolue. Il n'essaye pas d'anticiper. Et cette disponibilité absolue, elle crée à la fois un vide. Elle crée une unité avec le partenaire, elle l'accueille dans son propre monde et ça crée un monde commun. Et pour moi, c'est le paradigme effectivement du coaching éthique. Cette comparaison entre le coaching et l'aïkido permet de rappeler que le premier outil du coach, c'est lui-même. Complètement. Chaque coach devrait s'auto-suffire de lui-même sans forcément aller chercher quelques formations complémentaires pour se rassurer ou rassurer ses clients. Je suis entièrement d'accord si on essaie coach accompli. Comme il y a une pédagogie de l'aïkido, il y a une pédagogie du coaching. Le coach qui a eu une formation qui lui permet d'avoir une posture, une certaine éthique et une compréhension de ce qui se joue dans le cadre d'un accompagnement devrait être rassuré sur le fait que s'il écoute son intuition, structurée, avec un certain nombre de garde-fous, ça devrait lui suffire pour accompagner un client. Complètement. Et même, je veux dire, le coach devrait se délester de tout ce qu'il sait pour être pure disponibilité. Effectivement, la vraie communication, c'est l'intuition. L'horizon du coach, c'est la pure disponibilité, c'est-à-dire c'est effectivement le vide. Et dans ce vide, qu'est-ce qu'il y a ? La première manière d'être en relation avec quelqu'un, c'est de sentir. Heidegger le dit, avant même la perception, l'homme est au monde par son corps, et donc par son corps, il est sensible. Et donc sa première relation au monde, c'est cette sensibilité, et c'est cette atmosphère. C'est-à-dire, mon monde, il est teinté par la manière dont je sens effectivement les choses. Et ça donne des informations sur le monde. Et effectivement, la première chose à prendre en compte, c'est le ressenti quand je suis en face. Et d'être capable d'abord de ressentir, c'est pas évident, c'est un travail. Et en plus de restituer son ressenti, sans être dans la projection. C'est-à-dire qu'il faut être prudent, parce que même quand on a beaucoup travaillé sur soi, il faut quand même proposer ça comme hypothèse. Cet accueil inconditionnel, la relation se fait au niveau du sentir. Mais pour sentir, il faut abandonner toute représentation. Les phénoménologues appellent ça les poquets. C'est-à-dire toutes mes conceptions du monde que j'ai, je dois les mettre de côté. Toutes mes présuppositions sur l'existence du monde, je les mets de côté pour être simplement dans ce qui est en train de se passer, de se montrer à ce moment-là. Et ce qui me vient là spontanément, c'est au lieu de faire des formations sur des outils additionnels pour parfaire sa pratique, vaut mieux en fait travailler sur soi. Complètement. Pour être le plus proche d'une capacité à ne pas avoir des projections, des jugements, etc., etc. Complètement. Moi, j'ai appris mon métier de coach dans les 12 ans de groupe de thérapie que j'ai fait. Et je conseille aux gens de faire du groupe. Parce que dans le groupe, on triche pas. Je veux dire, on en prend plein la tête. Mon expérience montre que les coachs, comme moi, quand je les ai en supervision ou quand je les ai en équi-coaching, quand ils ont une vraie émotion, ils ont la trouille. Mais qu'est-ce que vous me faites ? Ils sont incapables de l'accepter. Il faut l'accueillir déjà. Avant de la gérer, il faut l'accueillir. Le mot gestion est un mot que je rejette. Est un mot qui laisse supposer qu'on veut surtout l'atténuer, voire la supprimer. Oui. D'une certaine manière. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'émotion seule. L'émotion, elle fait à la fois partie du corps, elle fait à la fois partie du mental, elle est liée. Et c'est tout ça qu'on travaille en même temps. Donc on travaille avec son corps. Sans corps, il se passe rien. Sans corps, on ne sent rien. Sans corps, on ne pense rien. Donc la relation primordiale au monde, elle est corporelle. Elle est motrice. Et d'ailleurs, le grand biologiste Varela, c'est ce qu'il dit. La relation de l'unité vivante à son milieu, c'est une relation perception-action. Et c'est parce que des boucles de rétroaction, de contraintes mutuelles se mettent en place, je rencontre un objet, cet objet me renvoie ci, ça, que se créent des significations. Ce n'est pas autre que ça, la signification. C'est pas à l'intérieur du cerveau. C'est des boucles de rétroaction comme ça, motrices. Donc en travaillant sur le moteur, on travaille sur le monde. Donc en travaillant sur soi, le coach peut espérer faire de mieux en mieux du coaching éthique. Ah bah je pense, oui. C'est fondamental. Il faut polir le miroir, comme disait Maître Noro. Quel conseil tu pourrais donner aux coachs qui chercheraient à avoir une approche la plus éthique possible ? Ce qu'on s'est dit finalement depuis un certain temps, c'est accueillir son client sans a priori.
C'est accueillir son client sans a priori. C'est beaucoup élaborer ces problématiques avec un superviseur, mais pas avec n'importe quel superviseur. Et peut-être pas uniquement en supervision. C'est travailler en thérapie. Le psychiatre avec lequel j'ai longtemps travaillé, en thérapie analytique et corporelle, qui était prof de yoga aussi, il n'acceptait en yoga que des gens qui étaient en thérapie par ailleurs, pas forcément avec lui, avec d'autres, de manière à pas mélanger les genres, parce qu'en Occident, ça prend cette forme-là du fait que la parole est devant. C'est important de pas mélanger les niveaux de travail. Et donc, effectivement, avoir une bonne tranche de thérapie, y revenir de temps en temps, c'est important. Et puis surtout, la culture. Pourquoi ces outillages peuvent prendre la place? Parce qu'il y a un manque de culture philosophique, un manque de culture scientifique. Freud, il disait toujours, il faut être ouvert, il faut avoir fait de l'archéologie, il faut s'intéresser aux arts. Les coachs, c'est pareil, il faut qu'ils s'intéressent à tout. Il faut qu'ils travaillent la philosophie, en particulier la phénoménologie. Il faut qu'ils s'intéressent à l'art, parce que le rapport à l'art, c'est aussi quelque chose qui construit le rapport à autrui, qui construit le rapport au radicalement autre. Il y a tout ce travail-là d'élaboration. Donc finalement, le coach, quand il n'est pas en accompagnement d'un client, il doit passer son temps à travailler sur lui de différentes manières, en faisant des thérapies, si possible en groupe. Et il faut qu'il passe son temps à se former, mais pour approfondir un certain nombre de sujets qui lui permettent d'enrichir sa culture et donc son discernement. Voilà, c'est exactement ça, oui. C'est un beau programme, mais ça veut dire que c'est une formation à plein temps, le coaching. C'est une formation à plein temps. Mais c'est la vie, on apprend de la vie. Bien sûr. Mais ça veut dire aussi, toi qui as créé un DESU, tu le disais tout à l'heure, qu'au fond, l'une des premières choses à enseigner aux coachs dans le cadre d'une école ou d'université, c'est de leur dire que vous mettez le pied dans un engrenage qui s'arrêtera jamais, vous devrez jamais cesser d'apprendre et de travailler sur vous. Ça, c'est la première chose à enseigner aux coachs, en fait. Mais pas seulement aux coachs, à tout être humain. Oui, mais ils n'ont pas la responsabilité d'accompagner des clients, les êtres humains. L'hygiène du coach, c'est de travailler sur lui en permanence. L'hygiène du coach, c'est de travailler sur lui en permanence. Et d'élaborer. Comme je fais un peu de supervision, le faible niveau d'élaboration. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est enfermé dans un outillage, on a beaucoup de mal à en sortir, à questionner cet outillage. Il y a un groupe de psychanalystes que j'aime bien, on en faisait partie Castoriadis quand même, qui s'appelle le 4e groupe. Il parle pas de supervision, il parle pas de contrôle. Supervision, contrôle, c'est déjà des trucs dissymétriques, quoi. Il y en a un qui supervise, moi je suis superviseur, je te contrôle et tout. Il parle d'analyse 4e. Et moi, je vais dire coaching 4e. C'est-à-dire que c'est une relation analytique. Mais une relation analytique qui va travailler à plusieurs niveaux. Qui va travailler, bien sûr, la relation du coach à son coaché. La relation du coach à son superviseur. Donc la dimension transférentielle, c'est qui s'actualise. Aussi, qui va devoir s'intéresser au coach et à sa théorie. Et aux personnes qui l'ont formé. Parce qu'effectivement, ces attachements-là sont des attachements qui peuvent être extrêmement pernicieux si on n'y fait pas attention, qui enferment, et donc qui doivent être questionnés. Pour permettre au coach de prendre son envol et de trouver son autonomie finalement. Hein. Voilà, complètement. Une expérience que j'ai faite pour voir comment fonctionne l'instrumentalisation à travers les outillages. J'ai été amené à faire un remplacement dans le jury pour l'examen final du master de coaching de HEC. Donc il y a une stagiaire qui vient faire du co-coaching, c'est-à-dire coacher sa petite copine. Nous, à l'université, on faisait venir des vrais clients. Et puis, donc, elle commence. Sa collègue dit des choses intéressantes, puis elle reprend rien. Elle laisse passer des choses. Jusqu'au moment où moi, je me suis dit, bon, ça fait 5 minutes maintenant. Elle se saisit d'aucune piste. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Au début, c'est normal, d'attendre. On va pas se précipiter sur le premier truc qui passe. Elle me dit, mais j'essaye de me synchroniser. Alors que la synchronisation, elle se fait toute seule quand on est en relation. Donc on inverse l'ordre des choses. Elle pensait que pour entrer en relation, il fallait qu'elle se synchronise, donc elle n'y arrivait pas, elle n'écoutait même pas, elle n'entendait pas. Si elle était disponible à la relation, elle se serait synchronisée toute seule. Il ne s'agit pas de penser la synchronisation pour être synchronisé. Il faut le vivre. Il faut le vivre, ouais. Voilà exactement à quoi aboutissent les outillages tirés de leur contexte. L'écoute est la clé de voûte du coaching éthique. Complètement. L'écoute de soi et surtout l'écoute du client. Alors c'est la même chose. On parle beaucoup d'écoute active. En ce qui me concerne, l'écoute ne peut pas être active. Quand on parle d'écoute active, c'est qu'on est dans un approfondissement d'écoute. Quand j'étais en formation en thérapie analytique et corporelle, on a beaucoup travaillé sur les dialogues de Carl Rogers. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, il a entendu quelque chose qui restitue d'une manière subtile. Il ne fait pas que de la reformulation simple. À chaque fois, il propose quelque chose qu'il a entendu. Mais pour qu'il ait entendu ça, il fallait qu'il y ait une passivité à un moment donné. Il fallait qu'il y ait une disponibilité. Alors, c'est une passivité qui n'est pas que passive. Il y a quand même une intention de passivité, mais quand même, il y a un minimum de volonté. Le reste, c'est cette passivité-là. La passivité, c'est la capacité de mettre toute intention, toute volonté de côté. C'est l'époquée absolue. Voilà, c'est l'accueil inconditionnel de Rogers. Cet accueil inconditionnel, c'est pas une question morale, c'est une question de disponibilité.
Ne faire aucun présupposé, ne pas vouloir répondre, ne pas tenter de donner un sens tout de suite, laisser les choses résonner. Accueillir la parole. Voilà, c'est ça. Et c'est réparateur, parce que c'est la possibilité de la rencontre. C'est la seule possibilité de la rencontre. Est-ce que tu penses, Lucien, qu'il est toujours possible de coacher de manière éthique ? Il y a plusieurs niveaux de réponse. Quand on est prestataire d'une entreprise, non, c'est très difficile. Sinon, on n'a pas d'affaires. Si vous commencez par annoncer la couleur en disant, écoutez, moi je vais ouvrir la personne à sa liberté et après elle fera ce qu'elle veut, vous n'aurez pas d'affaires. Ou alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut pratiquement mentir, quoi. Oui. Alors après, c'est ce qu'on fait. On ment par omission, on ne dit pas tout. Oui, effectivement. Mais c'est pas une position confortable. Sauf qu'on est quand même dans une éthique de responsabilité. Parce que quand même, on aide quand même la personne, même si on n'est pas complètement clair. Et après, il faut choisir ses batailles. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas éthique vis-à-vis de son client direct, c'est-à-dire l'entreprise qui nous paye, mais au moins on est éthique vis-à-vis du client qu'on accompagne, puisqu'on l'aide à faire émerger tous les possibles qui sont en lui. Voilà. C'est un moindre mal, quoi. C'est ça. C'est un peu la différence entre éthique de conviction, je fais pas parce que c'est pas éthique, et l'éthique de responsabilité. J'ouvre quelque chose pour la personne qui lui sera utile, peut-être. Et malgré aussi le risque que le client, à savoir celui que j'accompagne, à un moment donné décide de rompre son contrat de travail avec l'entreprise parce que l'accompagnement lui a permis d'ouvrir les yeux sur une nécessité de faire autre chose, par exemple. Complètement. Moi, ça m'est arrivé, le dernier coaching que j'ai fait dans une grande entreprise du luxe, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la personne que j'accompagnais, dont son patron m'a dit qu'il faut lui greffer des couilles. Ah oui, c'était violent, ça. C'était violent. On lui a greffé, mais il est parti. C'était peut-être la seule solution pour lui, de changer d'écosystème pour les garder aussi. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est exactement ça. Reproduction de processus familiaux qui était en cours avec ce manager qui était hyper narcissique, qui a ce type de charisme horrible qui consiste à humilier les gens. Je sais pas si on pourrait parler de pervers narcissique, mais en tout cas quelqu'un qui met sous emprise, quoi. Quelqu'un qui met sous emprise, voilà. Donc une fois qu'il a eu compris ce qu'il reproduisait par rapport à son frère jumeau qui était un grand intellectuel, il n'a plus eu besoin de ça. Donc t'as pas vraiment répondu. Est-ce que c'est toujours possible de coacher de manière éthique ? Toujours possible d'introduire une dimension de coaching éthique. C'est difficile mais possible. Ceci dit, on l'a pas évoqué, mais ça peut très bien arriver que l'accompagnement permette au client, c'est-à-dire celui que j'accompagne, d'être plus à l'aise, y compris dans l'entreprise où il se trouve. Hein. C'est pas incompatible, ça veut pas dire dans tous les coachings qu'il va quitter. Hein. Non, mais en tout cas, c'est une possibilité qu'il quitte. Tout à fait. Mais c'est pas une certitude. Non, tout à fait. Il y en a aucune certitude. Non, il y en a aucune certitude. On vit pas dans un monde manichéen, il faut savoir accepter des contraintes, y compris quand on travaille. Donc, redonner la liberté à quelqu'un, c'est aussi le faire travailler sur ses propres limites. Ce qu'il peut accepter d'une entreprise, tout ce qu'il peut pas accepter. Et quand il accepte du coup avec conviction. Donc, sa motivation, son engagement sera d'autant plus fort. Et s'agissant du coaching collectif ou du coaching d'organisation, est-ce que là aussi, il peut toujours être éthique ? Parce qu'il peut avoir un objectif aussi qui nous est assigné en tant que coach. Vous allez accompagner cette équipe parce qu'ils ont besoin d'être plus comme ci ou plus comme ça. Ah oui, effectivement, souvent la demande elle est comme ça. Alors la question pour être éthique, c'est de savoir avec qui on peut travailler. C'est toujours pareil. Si on isole la personne de son écosystème, si on isole l'équipe de son écosystème, si on ne prend pas en compte les parties prenantes, c'est-à-dire sa direction, les clients, enfin je ne sais pas qui il y a quelque chose qui ne se fait pas. Mais ça veut donc dire que la seule manière de faire un coaching éthique dans une entreprise, c'est de coacher toute l'organisation. Complètement. Je dis pas que c'est possible. Idéalement, c'est ça. Pour respecter la systémique et tout ce qui peut être sous-jacent par rapport à ce qui se passe dans l'écosystème de cette entreprise. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas que l'entreprise. Ça serait idéalement les fournisseurs, les clients de cette entreprise. Idéalement, c'est faire un coaching vraiment global. Voilà, tout à fait. Il y a une vraie ambition derrière. Concrètement, pour les coachs qui nous écoutent, comment faire pour mettre le plus de chances de son côté pour pratiquer un coaching éthique ? Là, ça renvoie à l'éthique personnelle. L'éthique, c'est quoi ? Au sens d'Aristote, c'est me conduire de telle manière à faire de ma vie une œuvre. C'est pas une question de morale. Donc le coach, il va se poser la question de sa propre éthique. Qu'est-ce que je construis ? Avec quoi et pourquoi je le fais et comment je le fais ? Quel prix je suis prêt à mettre là-dedans ? Le temps, l'énergie, la capacité de remise en question, qui n'est pas donnée à tout le monde. S'il n'y a pas cette capacité de remise en question, c'est même pas la peine d'essayer. Il n'y aura jamais de coaching éthique. Je prends une citation de Chuang Tzu. Ce que j'appelle apprendre, c'est apprendre ce qui ne s'apprend pas. Ce que j'appelle agir, c'est accomplir ce qu'on ne peut pas accomplir. Ce que j'appelle discerner, c'est discerner ce que l'on ne peut discerner. C'est exactement ça, le travail du coaching éthique. Apprendre, c'est apprendre ce qui ne s'apprend pas. On ne peut pas figer. Il faut laisser les choses s'ouvrir. Mais c'est vrai aussi pour le coach, dans son travail. C'est pour ça qu'il apprend dans son rapport de coaching. C'est un travail à deux. C'est-à-dire qu'effectivement, autrui m'ouvre en dehors de mes propres limites. Et dans le monde qu'on construit ensemble, si je travaille sur mes propres limites, il va se trouver mieux. À tel point que Jean Houry, donc ce psychiatre qui a créé la clinique de la Borde, quand il y avait des gens qui étaient très malades et qui décompensaient, il travaillait pas directement avec eux, il travaillait avec tous les gens avec qui ils étaient en relation.
avec l'écosystème. Donc il les faisait parler sur qu'est-ce qui se passe. Et hop, par hasard, la crise se résorbait. Si on veut être un coach éthique, au sens où tu l'explicites dans ce livre, c'est un vrai sacerdoce. C'est un travail de chaque instant. C'est un vrai engagement. Mais si on y songe bien, un manager, c'est pareil. Oui, mais toi qui as justement construit un DESU, ça veut dire aussi finalement qu'il y a ceux qui vont apprendre à faire du coaching, Oui. qui vont apprendre une posture, des méthodes, etc., et qui vont peut-être l'intégrer, cette posture, dans autre chose, et ceux qui vont vraiment devenir coach. C'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Oui, non, je suis d'accord. Et dans les formations, il y a beaucoup de gens qui apprennent à faire du coaching et très peu qui vont devenir coach. Non, mais ça, tout à fait d'accord. Par contre, le cœur de la situation, c'est d'être ouvert à autrui. Ça, c'est ce que Lévinas appelle l'éthique. Ça veut dire aussi qu'il y a très peu de personnes qui ont les capacités de devenir réellement coach. C'est peut-être pas ça auquel on pense, qu'on a la capacité de devenir coach. J'ai formé avec e-coaching un garçon que j'ai failli pas prendre. 15 ans dans les forces spéciales, il n'avait pas de langage, il n'avait pas d'expérience de l'entreprise, et puis je lui ai dit, et si on essayait ? Ça a été le meilleur que j'ai eu parce que de son métier, il a acquis une disponibilité à son environnement, une capacité d'écoute qui lui sert. Alors maintenant, il va acquérir un langage, mais il est en train de le faire. Il avait cette faculté d'être pleinement présent lorsqu'il faisait quelque chose. Oui. Et du coup, il avait une intuition, c'est-à-dire qu'il sentait. C'est le sentir qui est instantané. Dès qu'on est dans la perception, on met du sens. Donc on n'est déjà plus dans ce sentir. On est dans une mise en pensée du sentir. Tu parles pas de supervision éthique. Est-ce que c'est aussi une notion qui rentre dans le champ ? C'est-à-dire qu'il y a une manière de superviser un coach pour l'amener à prendre conscience qu'il aurait tout intérêt à être plus dans une démarche de coaching éthique ? Normalement, supervision éthique, ça devrait être un pléonasme. Souvent, la supervision, elle se réduit à des indications méthodologiques. Elle ne questionne pas, ou mal, ou juste à la marge. Elle va questionner un petit peu la relation avec le coaché, mais elle va pas questionner la manière dont ça s'actualise ici et maintenant avec le superviseur, par exemple. Il y a un appauvrissement relatif. Il y a de très bons coachs, y compris des coachs PNListes, qui sont capables d'être dans la relation. Il y a certainement des bons superviseurs, mais quand j'entends certaines personnes en supervision et que des pans énormes n'ont pas été questionnés, des problématiques personnelles qui infiltrent la relation de coaching n'ont pas été questionnées, ça m'inquiète un petit peu. En quoi le coaching éthique, au sens où tu le décris dans ton livre, pourrait contribuer à faire évoluer notre société en pleine mutation depuis un certain nombre d'années ? Et ça s'est accru quand même depuis la crise sanitaire. En tout cas, la perception de cette nécessité, elle a augmenté depuis la crise sanitaire. Et les bouddhistes disent qu'on est dans une ère où il n'y a plus de possibilité d'éveil, pour l'instant. C'est-à-dire qu'on est tellement pris dans la technique. La technique, c'est pas la science, c'est la capacité de gérer. C'est de voir le monde comme quelque chose à gérer, qu'on est pris là-dedans de toute façon. On voit bien qu'on est dans la faillite du politique. Aujourd'hui, la dimension politique, elle répond plus à rien. Ce qui répond à quelque chose, c'est ce que j'expérimente avec les autres. Et c'est ça qui va peut-être faire changer les choses petit à petit. Le coaching éthique peut aider à ouvrir quelque chose comme ça. L'art peut contribuer. La philosophie peut contribuer. On est dans un monde qui est vraiment en détresse, dirait Heidegger, en détresse intellectuelle. Alors à présent, je te propose d'écouter le morceau musical que tu as choisi pour illustrer la notion de coaching éthique. أشهد أن لا إله إلا الله Lucien, nous écoutons l'Ave Maria de Giulio Caccini, composé au XVIe siècle, interprété ici par Caroline Casatsu. L'Orchestre Philharmonique du Maroc a réarrangé cet aria en ajoutant l'appel musulman à la prière, chanté ici par Smaï Arati, et la prière juive Adonai, entonnée par Françoise Atlan. Alors, il s'agit d'un extrait d'un concert exceptionnel qui s'est déroulé à Rabat en mars 2019, en présence du roi Mohamed VI et du pape François. Pourquoi ce choix, Lucien ? D'abord parce que quand je l'ai écouté, j'ai été ému jusqu'aux larmes. Et la musique renvoie à un au-delà de la musique. J'ai pas parlé du travail que je fais en ce moment avec une musicienne où on va proposer un séminaire sur l'écoute à partir de la musique et à partir du travail d'un chef d'orchestre qui s'appelle Céline Bidache, qui dit la musique, c'est pas la mélodie, c'est pas l'émotion, ça adresse
un au-delà de tout ça, quand c'est vraiment de la musique. Ce qui est le cas là. C'était le cas. Et effectivement, ça renvoie à l'ouverture d'un monde, qui est le monde spirituel, et qui n'est pas fermé. C'est pas le monde du musulman, le monde du juif et le monde du chrétien. Ce qui est extraordinaire là, ça touche à ce qu'il y a de plus profond dans la religion, c'est-à-dire un rapport à ce que je ne comprends pas, un rapport au mystère. Cette ouverture à un au-delà, c'est quelque chose qui fait toucher au plus profond de l'être et dans lequel on peut se rencontrer d'une manière juste. On fait se rencontrer les traditions et des cultures au-delà de tous les dogmes, de tous les trucs qui créent la guerre. C'est un bel exemple de dialogue interreligieux, une sorte d'écuménisme musical. Et je me suis demandé dans quelle mesure un symbole de paix comme celui-ci était bienvenu pour représenter un livre qui ne va pas plaire à tout le monde. Moi j'ai 72 ans, je n'ai pas forcément envie de plaire. J'ai un parcours dans lequel je me suis beaucoup remis en question. Et moi j'étais orphelin à 20 ans, en même temps j'ai fait mes études, je me suis confronté à plein de trucs. L'aïkido, mais aussi je suis pilote de planeur, je suis cavalier, on n'a pas parlé d'équipe coaching, j'ai fait de la boxe taille, je me suis confronté, j'ai fait des expériences, j'ai pris des coups. Là ce que je demande au coach, c'est de se mettre en risque et pas de se réfugier derrière des outillages. Se mettre en risque, ça veut dire s'ouvrir. Je veux dire, est-ce qu'il me faut hors de moi, c'est toutes ces tarte à la crème qu'on dit, c'est de voir sur les réseaux sociaux. Quand je mets un documentaire remarquable sur Castoriadis, il y a 10 personnes qui le voient. Alors que quand on va faire un truc sur les niveaux de je sais pas quoi, il y a 500 likes. À un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat. Oui, mais ça veut dire aussi qu'un certain nombre de personnes, et pas simplement les coachs, mais aussi les clients des coachs, ont envie d'une pensée simple et accessible. Et c'est pour ça que ces outils sont bien vus, parce qu'ils donnent une vision du monde extrêmement simpliste. Malheureusement simpliste. Oui. Ça me fait penser à l'aïkido moderne. C'était dans cette espèce de danse où il n'y a plus de vérité. Maître Noro, le maître que j'avais, à un moment donné, pour des raisons qui lui appartiennent, a décidé d'utiliser l'aïkido à des fins plus de développement personnel. Donc, il a créé un truc qui s'appelle le kimonichi. Il n'a pas appelé aïkido. Il n'a pas dit « je vais vous former à être des samouraïs ». Il a été clair. Il a formé à autre chose. Il a mis en place quelque chose qui était cohérent. Il y a une malhonnêteté intellectuelle à utiliser un certain nombre de modèles sans les questionner, et à en faire l'alpha et l'oméga du coaching. Des outils sans légende, dit René Char dans un de ses poèmes. Des outils qui n'ouvrent à rien, sinon qu'à la satisfaction narcissique d'avoir l'impression de maîtriser quelque chose. Or, ce qu'on leur demande, c'est de pas maîtriser, c'est justement le contraire. Et contraire, ça veut dire que le coach doit prendre un risque. Un risque dans sa vie pour apprendre, un risque avec son coaché pour le faire avancer, le risque de s'ouvrir à autrui. Honnêtement, dans ce livre, il y a énormément de sujets qu'on aurait pu aborder. Moi, j'ai juste envie de dire aux auditeurs qu'il faut lire ce livre, et que vous soyez coach ou pas d'ailleurs, parce que je pense que ça peut être intéressant pour avoir le fruit de la réflexion de différents auteurs. Donc je rappelle le titre du livre, La destruction de l'humain, penser ou repenser le coaching, aux éditions EMS. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Un coach à la une. Merci pour votre attention. Le podcast Un coach à la une est diffusé sur toutes les plateformes d'écoute et toutes les applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes présents. Continuez à nous envoyer vos questions, réactions ou suggestions à notre adresse électronique lemediadescoach@gmail.com et n'hésitez pas à recommander ce podcast à vos contacts. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos 2 podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien pédagogique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. À très bientôt pour un nouvel épisode. Un coach à la une série créée par David Marion et produite par le Média des Coachs.